ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent où les histoires se dévoilent Et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'ARES. Aujourd'hui, nous recevons Martin Deduve, alcoologue et directeur de l'ASBL Univers Santé, une association engagée dans la promotion de la santé auprès des jeunes et du public étudiant. Spécialiste en santé publique et des enjeux liés à la consommation d'alcool, Martin développe une approche centrée sur la réduction des risques. Il accompagne les personnes qui souhaitent interroger, modifier ou diminuer leur consommation sans nécessairement s'inscrire dans une logique d'abstinence. À travers ses actions, il contribue également à sensibiliser les jeunes aux enjeux liés au comportement à risque en proposant des outils concrets adaptés à leur quotidien. Bonne écoute! Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Donc, je m'appelle Martin Deduve, je suis le directeur d'une ASBL qui s'appelle Univers Santé, qui fait de la prévention et de la promotion de la santé en milieu jeune et étudiant, qui coordonne aussi des projets auprès d'un public plus large, des projets comme Tournée Minérale, par exemple, le mois sans alcool en Belgique. Et par ailleurs, je suis aussi alcoologue, donc je prends en charge des patients et des patientes qui souhaitent modifier leur rapport à l'alcool. Quand on parle d'ancrage culturel de l'alcool de notre société, de quoi parle-t-on exactement ? L'alcool, c'est effectivement notre drogue culturelle et ça vient pas de nulle part. Ça date d'il y a au moins 12 000 ans. Donc ça date pas d'hier. Des archéologues allemands ont mis à jour sur un site archéologique en Turquie, au sud de la Turquie, qui s'appelle Göbekli Tepe, qui est très connu parce que c'est un endroit où on a les premières traces de sédentarisation de l'homme. Eh bien, des archéologues ont mis à jour un endroit où ils ont trouvé beaucoup d'ossements d'animaux et de l'oxalate de calcium. Je la fais courte, mais en gros, leur hypothèse, c'est que c'était un lieu festif. Parce que manger des animaux en quantité, c'était rare à l'époque. On était au tout début de l'élevage. Et l'oxalate de calcium, c'est un sous-résidu du brassage. Autrement dit, l'homme a à peine commencé à cultiver ses céréales qu'il les a fait fermenter pour pouvoir boire un coup. Donc ça, c'était il y a 12 000 ans. Et puis si on remonte la ligne du temps, on voit apparaître toute une série de psychotropes, comme ça, 7 000 ans avant Jésus-Christ, l'hydromel, 2 500 ans avant Jésus-Christ, la culture de cannabis en Chine, de coca dans les Andes, les festivités romaines autour de l'an 0 qui étaient largement arrosées de vin, 1432, petite anecdote que j'aime bien, il y a le recteur de l'université catholique de Louvain, première, plus ancienne université du pays, il y a des historiens qui ont mis à jour un écrit du recteur qui se plaint du retour bruyant des étudiants. 1432, donc ça ne date pas d'hier. 1839, guerre de l'opium entre l'Angleterre et la Chine. Et puis on a vu apparaître dans les décennies qui ont suivi toutes les législations antidrogue un peu partout dans le monde, jusqu'en 1921 en Belgique. Et donc, tout ça pour dire, et puis après, si on fait encore le fil, oui, les années 60-70, où il y a toute une série d'autres psychotropes qui sont apparus sur le marché, mais l'alcool est resté toujours, quelque part, le premier et de très loin psychotrope le plus consommé. Jusqu'en 2018, où la première bière du pays prend carrément le nom du pays pour la Coupe du Monde. Bref, on voit bien que finalement, en 12 000 ans, l'homme n'a pas vraiment changé ses habitudes. Il aime se retourner un peu le cerveau avec des psychotropes. Et le premier psychotrope le plus consommé, c'est l'alcool. Comment se passent les premiers contacts avec l'alcool ? Les premiers contacts, dans la majorité des cas, se passent en famille. Ça montre de nouveau cet ancrage culturel, c'est-à-dire qu'il est de bon ton, ou presque, en famille, lorsque l'enfant devient adolescent. Il faut essayer de retarder le plus possible l'âge du premier verre, d'un point de vue de santé en tout cas. On y reviendra peut-être. Eh bien, les parents souvent trouvent de bon ton d'un moment donné offrir la possibilité de goûter dans le verre, de boire un demi-verre, un verre entier, etc. Et dans des cadres bien précis. Alors cet apprentissage-là, il est plutôt apprentissage de bien boire, entre guillemets, parce que les parents donnent les codes.
Ça ne se fait pas n'importe quand, n'importe comment et pas dans n'importe quelle quantité. Donc, c'est pas inintéressant, mais effectivement, d'un point de vue de santé, il faut essayer de faire en sorte que ça arrive le plus tard possible. Parce qu'on sait que statistiquement, plus on commence à boire jeune, plus on a des risques de dépendance à l'alcool plus tard. Donc il faut vraiment, le rôle des parents, des adultes, c'est de retarder le plus tard possible l'âge du premier verre. Mais c'est clair qu'une fois que l'adolescent commence à témoigner de l'intérêt, il vaut mieux accompagner ça d'une manière ou d'une autre. Donc dans la majorité des cas, l'apprentissage se fait en famille. Et puis, dans certains cas, effectivement, il est plus anarchique, entre guillemets. Il se fait entre copains, copines, à la récré, sur le temps de midi, avec son sandwich. Et là, évidemment, ça donne moins les codes. Et quelque part, ça pousse à avoir des comportements plus problématiques plus tard. Donc voilà, je dirais que la responsabilité des parents, c'est d'accompagner, mais de retarder le plus tard possible ce premier verre. Est-ce que l'on boit uniquement pour faire la fête ou bien y a-t-il d'autres raisons pour lesquelles on consomme ? Clairement, l'alcool, c'est notre drogue festive. On le trouve quasi tout le temps, voire tout le temps, systématiquement, dans tous les événements festifs. Un festival, un anniversaire, une fête de famille, que sais-je, l'alcool est présent. Donc c'est évidemment d'abord toute une série de raisons festives qui fait que l'on consomme de l'alcool. Deuxièmement, l'alcool, par ses effets neurophysiologiques, est un lubrifiant social, ça nous désinhibe, donc ça facilite les contacts. Donc c'est aussi pour ça finalement qu'on l'utilise dans ces situations sociales, c'est parce que ça va nous aider un peu si on est un peu timide, ça va un peu nous décoincer, quoi. On est désinhibé et donc on va aller plus facilement vers l'autre, on va parler plus facilement, on va danser plus facilement, on va draguer plus facilement, etc., etc. Et donc c'est d'abord toutes ces raisons-là qui font que l'on consomme de l'alcool. Deuxièmement, pour certains, certaines, et pas de manière toujours consciente, on va consommer de l'alcool peut-être pour soigner un mal-être, même si c'est en situation festive. Si par exemple j'ai vraiment plus de mal à rentrer en contact avec les gens, sauf si j'ai bu, on peut déjà se dire, tiens, c'est un petit signal d'alarme. C'est-à-dire que j'ai besoin du produit pour pouvoir sociabiliser. Quelque part, il y a quelque chose qui cloche déjà. Mais certaines vont aussi le consommer pour diminuer le stress, gérer des angoisses, pour mieux dormir. C'est une erreur, hein. Entre parenthèses, on ne dort pas mieux avec l'alcool, on s'endort mieux. Mais par contre, on dort beaucoup moins bien. Donc c'est important de le souligner. Pour peut-être, relâcher la pression après des examens, après des contrôles, que sais-je. Bref, ces verres-là, je dirais, je les appelle des verres médicaments. C'est-à-dire que ce n'est pas des verres plaisir, ce sont des verres médicaments. J'utilise les effets psychotropes du produit pour me soigner, pour soigner un mal-être, pour soigner une difficulté, pour soigner du stress, de l'angoisse, etc., etc. Et là aussi, évidemment, d'un point de vue d'addictologue, c'est une déviance, entre guillemets. C'est un rapport, là aussi, qui devient problématique avec le produit. Donc, ça fait partie de ces signaux d'alarme dont il faut être attentif. Si j'ai besoin de ça pour sociabiliser, si j'ai besoin de ça pour déposer mes valises en fin de journée, si j'ai besoin de ça pour m'endormir, si j'ai besoin de ça pour gérer mon stress, ou que sais-je d'autre encore, ça montre que je suis déjà en train de développer un rapport un peu problématique avec le produit. L'alcool fait partie intégrante des rites et folklore estudiantins. Avez-vous des chiffres ou des données sur cela ? Alors, les données dont on dispose, c'est que plus je suis étudiante impliqué dans l'animation étudiante, plus je vais boire de l'alcool. Donc, si je suis un étudiant, une étudiante lambda, entre guillemets, pas de manière péjorative, mais je vais avoir une consommation X. Si je suis impliqué dans mon cercle, même de loin, je vais avoir déjà une consommation augmentée. Si je suis peiné ou caloté, deuxième niveau, je vais déjà consommer plus que les autres. Si en plus je suis membre du cercle impliqué comme comitarde, là encore, je multiplie ma consommation. Si par ailleurs, je cote dans un code communautaire, là aussi, j'augmente les risques par rapport au fait d'habiter chez les parents. Et d'ailleurs, plus il y a de membres dans le cote, plus il y a d'habitants dans le cote, plus le commu est important, plus je vais consommer. Tout ça, c'est statistiquement en tout cas valide. Évidemment, il y a des cas particuliers qui démentent les statistiques, mais statistiquement, tout ça sont des facteurs de risque successifs et qu'on peut additionner d'augmentation de la consommation et avec des facteurs x4, x5 parfois. Donc c'est gigantesque. Les étudiants et étudiantes comitardes consomment en moyenne 4 à 5 fois plus que les autres. Donc c'est gigantesque. On arrive à des consommations très massives d'alcool et d'ailleurs, malheureusement,
malheureusement, dans ma consultation, ces gens-là arrivent plus tard, mais ça commence souvent comme ça. J'étais un bon fêtard, une bonne fêtarde, j'étais impliqué dans mon cercle, dans ma régionale, dans que sais-je, dans un quota projet, modifie clairement le rapport à l'alcool et la manière dont on va finalement banaliser cette surconsommation d'alcool. Bien tenir l'alcool, est-ce effectivement un facteur protecteur ? Effectivement, bon nombre sont ceux qui croient que tenir l'alcool est un facteur protecteur, c'est-à-dire que tiens, moi en fait je tiens bien, donc je peux me permettre de boire un peu plus que les autres vu que je tiens bien l'alcool. Alors c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux face à l'alcool. D'abord, il n'y a pas d'égalité des sexes en matière d'alcool. Les femmes seront plus sensibles et malheureusement, à dose égale, auront des risques plus importants en lien avec la consommation d'alcool. Mais aussi, d'une personne à l'autre, homme ou femme, on peut effectivement tenir plus ou moins bien l'alcool. C'est notamment lié au fait qu'on est capable plus ou moins de digérer rapidement l'alcool ou non. Et donc, les personnes qui tiennent bien l'alcool, eh bien, en fait, elles sont beaucoup plus à risque de développer un alcoolisme chronique plus tard. Tout simplement parce que le fait de bien tenir l'alcool fait qu'on en consomme plus. Et donc, ne pas tenir l'alcool, être plus vite saoul, plus vite malade, eh bien, en fait, ça, c'est plutôt protecteur. C'est-à-dire qu'on va boire moins au final. Donc, bien tenir l'alcool, en fait, c'est un gros facteur de risque. Je dirais que c'est un des plus courts trajets vers mon cabinet. À partir de quand la consommation devient-elle problématique ? C'est pas une question facile à répondre. Néanmoins, il y a, je dirais, quelques bonnes questions à se poser, ou en tout cas quelques indicateurs auxquels être attentif. À partir du moment déjà où je me pose la question, c'est que probablement ma consommation est déjà problématique. Si je me dis, tiens, je devrais boire un peu moins ou un peu moins souvent, ou j'ai fait encore un blackout, j'ai pris des risques, j'ai pris le guidon, le volant alors que j'étais bourré, j'ai eu un rapport sexuel non protégé, voire regretté sous influence de l'alcool, je me suis bagarré, ou en tout cas j'ai eu une relation tendue avec des amis, que sais-je, tous ces éléments-là sont des indicateurs de « Ah, attention, peut-être que la consommation devient problématique ». Et puis, il y a d'autres effets à plus moyen terme. Je dirais, si je commence à avoir le brûlant, si j'ai des reflux gastriques, si je me sens un peu déprimé, irritable, si j'ai une baisse de la concentration, si mes résultats scolaires et académiques diminuent, tout ça, eh bien, ça peut aussi être des indicateurs de « Ah, peut-être que l'alcool a pris une place un peu trop importante dans ma vie ». Et autre signe encore, c'est si j'ai des remarques de mes copains, copines qui me disent « Tiens, t'as exagéré hier » ou « Je m'inquiète pour toi » ou que sais-je. Là, c'est encore clairement un autre signal qu'il est temps d'agir. Alors peut-être pour démystifier aussi le fait d'agir sur sa consommation, c'est qu'il vaut mieux consulter le plus tôt possible. Plus on consulte tôt, plus on pourra continuer à boire de l'alcool. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais en fait, c'est le cas. C'est-à-dire que si j'attends trop longtemps pour consulter, finalement, je vais, pendant tout ce temps-là, continuer à développer un rapport problématique avec l'alcool et peut-être aller jusqu'à la dépendance. Et ça peut venir beaucoup plus vite que ce qu'on ne croit. On voit apparaître maintenant des patients dans les séries alcoolologiques qui peuvent avoir 24, 25, 26 ans, même parfois plus jeunes encore. Bon, la plupart sont plutôt au-delà de la trentaine, quarantaine, mais quand même, on voit apparaître des patients plus jeunes. Et si ces personnes-là avaient consulté plus tôt, eh bien, en fait, elles auraient peut-être pu récupérer un rapport moins problématique avec l'alcool et donc garder une consommation d'alcool durant toute leur vie, pour autant que celle-ci n'engendre pas trop de problèmes de santé mentale, physique et sociale. Donc, il faut consulter vite. Or, les personnes qui en ont besoin attendent en moyenne 18 ans avant de consulter, c'est beaucoup trop lent. Et en plus, il n'y en a que 8 sur 100 qui finissent par consulter. Donc, c'est beaucoup trop peu. Donc, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer, c'est consulter dès que vous vous interrogez sur votre consommation. Il y a des alcoologues qui peuvent le faire, les médecins généralistes aussi, ils sont de plus en plus formés à la question. Et je le répète, mais on ne va pas systématiquement vous proposer l'abstinence comme solution. Il y a peut-être d'autres solutions que celle-là à envisager. Et concrètement, je suis en soirée et j'ai décidé de boire de l'alcool. Comment puis-je réduire les risques ? Alors, les 2 premiers réflexes à avoir, c'est 1, à ralentir ma consommation dès le début, parce qu'en fait, si je démarre trop vite, je perds mon petit gendarme intérieur, ma petite voix intérieure qui me dit « Oh là, calmos, là, t'as déjà bien bu, on ralentit un peu le rythme. » Eh bien, si on ne veut pas perdre cette petite voix intérieure en un claquement de doigts, eh bien, il faut surtout ne pas démarrer sur les chapeaux de roue.
Or, je sais que certaines le font volontairement parce que justement, ils ou elles ont envie d'avoir les effets rapidement, mais c'est le pire réflexe. Vous inquiétez pas, les effets vont arriver. Peut-être juste un peu plus lentement, mais ils vont arriver. Donc, ralentir les premiers verres. Deuxième bon réflexe, et il est indispensable, c'est de bien alterner avec de l'eau idéalement, ou en tout cas des softs, mais si possible de l'eau. Pourquoi ? L'alcool déshydrate et déshydrate très 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 fort. Même la bière qui est composée à 95% d'eau quasiment, eh bien on va en perdre 110, 120%, donc on va se déshydrater fortement. Or, quand on se déshydrate, eh bien, on est en stress hydrique. On a une augmentation encore du taux d'alcoolémie vu qu'on perd du liquide, donc la concentration en alcool augmente. On a un foie et des reins qui fonctionnent moins bien. Et donc, tout ça participe finalement à faire que la machine s'emballe et qu'on a là aussi, on augmente fortement les risques de ne pas contrôler sa consommation et d'arriver à des consommations problématiques avec des ivresses beaucoup trop sévères, etc., etc. Donc, alterner, ce n'est pas une entourloupe. Je ne suis pas en train de le dire pour que vous buviez moins. Non, simplement, ça permet de limiter fortement les risques. Et puis, ça va clairement aider pour le lendemain. C'est-à-dire que la gueule de bois le lendemain, elle est principalement due à cette déshydratation. Alors, je sais que certaines qui nous écoutent se disent « Oui, mais moi, je bois 1 litre d'eau en rentrant de soirée, ça suffit, c'est très bien comme ça. » Eh bien non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que pendant toute la soirée, en amont de ce litre d'eau, eh bien, le corps va être en souffrance et le cerveau aussi, plus que si on avait mis de l'eau dans ce corps pendant toute la soirée. Donc, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer, c'est buvez de l'eau en soirée. Les Flamands ont appelé ça le zebra drinking. Les zèbres, eh bien, on peut appeler ça la zébriété. C'est entre l'ébriété et la sobriété. Il y a la zébriété, et donc ça, c'est j'alterne avec de l'eau. Et en fait, je vais beaucoup mieux gérer ma soirée tout du long. Je vais garder toutes mes compétences relationnelles et sociales. Je vais avoir moins de gueule de bois. Je vais garder une énergie positive, une belle envie de faire la fête, ces beaux effets désinhibiteurs de l'alcool, mais sans avoir tous ces risques maximum de chute, d'accidents, de rapports sexuels non désirés, non protégés. Pour les hommes, ils garderont, on va dire, toute leur capacité érectile si nécessaire. Enfin bref, c'est tout bénef pour tout le monde, quoi. Donc, il vaut mieux maîtriser sa consommation d'alcool. Est-ce que les campagnes de prévention actuelles influencent-elles les comportements des jeunes dans une culture où l'alcool reste fortement valorisé ? Oui, c'est vrai qu'on voit, je dirais, ces 10 dernières années, et même ces 5 dernières années surtout, des modifications assez importantes dans la manière de percevoir la consommation d'alcool. C'est-à-dire qu'il y a toujours une vraie valorisation de l'alcool dans notre société, mais c'est plus nuancé qu'avant. On voit apparaître des mouvements vers la modération ou vers la sobriété sur les réseaux sociaux, par exemple, qui prennent de l'ampleur. On voit aussi des réactions, des backlash terribles sur Internet. Je pense à Artus qui avait dit sur un plateau de télé en France qu'il ne buvait plus d'alcool, et l'animatrice, Léa Salamé en l'occurrence, lui répond « Ah, mais vous êtes devenu chiant ». Et en fait, ça a provoqué plutôt un tollé sur Internet, et je trouve ça assez bon en fait, que cela se passe comme ça. Enfin, quelque part, on remet le curseur au bon endroit. L'idée n'est pas de supprimer le produit. Moi, je n'ai aucune intention de supprimer l'alcool de nos vies. Simplement, il faut remettre le curseur au bon endroit. C'est une responsabilité individuelle, mais c'est aussi une responsabilité collective et de l'État. Et quelque part, l'État doit soutenir les campagnes de prévention parce qu'on sait qu'elles sont efficaces en fait à moyen et long terme. À court terme, c'est assez peu efficace. Par contre, à moyen et long terme, clairement, ça participe à modifier un peu nos représentations et nos comportements, comme la publicité d'ailleurs. La publicité impacte aussi nos représentations et nos comportements. Or, les entreprises ne s'en privent pas. Donc ça montre bien que ça modifie nos comportements, nos représentations. Donc à l'inverse, il faut aussi renforcer la prévention, mais il faut peut-être aussi interdire la pub. Finalement, c'est le seul psychotrope pour lequel on peut faire de la publicité. Si je vous disais, je sais pas moi, demain on va pouvoir refaire de la pub pour du tabac ou faire de la pub pour du Valium ou du cannabis, vous allez me dire, vous êtes fous. Eh bien oui, mais pourtant l'alcool, c'est le premier psychotrope consommé, c'est la deuxième cause de mortalité évitable juste après le tabac, c'est 10 000 morts par an, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes. À un moment donné, on peut se dire aussi que l'État doit arrêter d'être lui-même complice de nos surconsommations. Donc je ne suis pas pour l'interdiction du produit. Par contre, il faut mettre le curseur de la responsabilité au bon endroit et l'État doit prendre sa part. Est-ce que les établissements d'enseignement supérieur ont un rôle à jouer et si oui, lequel ? Oui, les écoles, les établissements ont un rôle à jouer, alors à géométrie variable en fonction de l'implication de ces institutions dans la vie étudiante.
Mais à partir du moment où l'établissement s'implique dans la vie étudiante, eh bien, elle s'implique aussi, je pense, dans ces questions-là. Elle peut contribuer à renforcer les campagnes de prévention, à soutenir les initiatives étudiantes qui vont dans ce sens, à mettre en place, on va dire, des mesures structurelles de réduction des risques, comme par exemple s'assurer qu'il y ait toujours de l'eau gratuite dans tous les lieux festifs étudiants. Si ces lieux festifs appartiennent à l'institution, clairement, l'institution est responsable des infrastructures et donc elle peut mettre en place cela. Elle peut peut-être même mettre en place une politique de prix concertée avec les étudiants. Plus la bière est bon marché, par exemple, eh bien, plus on va en consommer. Il y a un lien direct entre le prix et la consommation. Et là, on peut peut-être travailler aussi là-dessus. L'organisation même des études va modifier la manière de consommer de l'alcool. Si j'ai des cours non obligatoires le matin et les TP l'après-midi, eh bien, ça va peut-être faciliter le fait que je sorte plus tard le soir. Et si je sors plus tard, je bois plus. Enfin bref, il y a toute une série de manières, en fait, de soutenir ou non ces surconsommations. Très clairement, en tout cas, le minimum pour moi, pour ces institutions, c'est de se préoccuper de ces questions-là, d'en discuter avec les responsables étudiants et les étudiants et étudiantes impliqués dans l'animation, de voir collectivement ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut soutenir pour finalement que tout aille dans le bon sens et que finalement que l'alcool puisse faire partie finalement de cette vie étudiante, mais de nouveau avec le curseur au bon endroit et de tout faire surtout pour réduire les risques liés à cette consommation. Merci d'avoir répondu à mes questions. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.